Bonjour. Merci à tous les partenaires avec la règle. David Ferron, responsable de projet à la CCI Grande Ville, historiquement sur des sujets d'innovation, design, distribution. Et je suis là aujourd'hui parce que j'ai quand même travaillé un petit peu avec Cédric sur la cartographie des grandes frontalières. Parce que nous, de notre côté, on a initié un club impression 3D, une carte régionale d'impression 3D. Je vais vous faire un petit panorama de la fabrication additive Hauts-de-France, que vous connaissez peut-être, je pense, pour des spécialistes. En tout cas, je pense qu'on ne va pas apprendre peut-être grand-chose. Nos amis belges, peut-être qu'ils auront découvert quand même. Et puis, les grands prestataires, en tout cas, de l'impression 3D régionale. Voilà, je remonte. Voilà. Donc, je vais faire en 3 points. Donc, je vais vous rappeler ce que c'est le club impression 3D. Assez rapidement. Compétences et savoir-faire en Hauts-de-France, donc les grandes compétences, ça ne veut pas être triche, c'est de rappeler quels sont les grands prestataires en tout cas de la fabrication additive dans la région, et puis un focus sur l'impression 3D métal, puisqu'on a quelques acteurs quand même, c'est effectivement pas les technos les plus répandus dans les entreprises, mais on a quelques-uns quand même. Alors le club impression 3D, c'est une démarche qu'on a initiée au niveau de la CCI à la demande des entreprises en 2014. On a initié ce réseau pour fédérer davantage tous les acteurs, quels qu'ils soient, les académiques, les entreprises, les designers, les Fab Labs, les makers, et puis quelques acteurs aussi un peu hors champ, des avocats, des sociétés d'assurance aussi qui assurent des sujets de l'impression 3D. Donc l'idée c'est de fédérer avant tout, c'est un peu le cœur ici de l'objectif. Mais l'idée c'est d'informer, de promouvoir. En 2014, ceux qui étaient déjà présents sur ce sujet-là, c'était un peu un pic à ce moment-là, 2012-2014. C'était un sujet particulièrement médiatique. Donc on avait une demande des entreprises pour initier quelque chose. Donc en juin 2014, exactement, on a initié ce club pour susciter l'échange, valoriser les technologies disponibles dans le territoire, accompagner éventuellement les entreprises à mieux comprendre les technos et à trouver les bonnes compétences régionales. Et pourquoi pas muter, à un moment donné, aider les entreprises à muter dans leur business model, parce que c'est aussi un vecteur de changement de modèle économique. On verra dans les exemples, j'en soulignerai quelques-uns, pour adapter leur modèle économique. C'est un écosystème aujourd'hui qui fait plus de 500 personnes physiquement, donc on a plus de 500 contacts liés à l'impression 3D, qui s'intéressent au sujet, qui sont prestataires de la thématique d'impression 3D. Comme j'ai dit, des porteurs de projets, des créateurs d'entreprises qui se lancent dans ce sujet-là, les Fab Labs, des entreprises prestataires ou utilisatrices d'impression 3D, les distributeurs de solutions, on en a dans la salle, les designers industriels notamment, qui sont souvent équipés de petites machines pour maqueter, prototyper rapidement des pièces, les écoles d'université, et évidemment les pôles d'excellence en compétitivité, qui se sont intéressés notamment dans ces années-là, 2014 à 2016, tous les pôles quasiment ont fait leur conférence sur le sujet de l'impression 3D. Comme je disais, des avocats, des experts en propriété intellectuelle qui s'intéressent au sujet. Donc assez rapidement est venue cette idée de cartographie. On était, je pense, parmi les tout premiers aujourd'hui, toutes les solutions de la représentation des régions se faisaient souvent autour d'une carte. En 2014, nous, alors c'est notre je pense en 2015, on a référencé assez rapidement une centaine de compétences régionales. Alors initialement, quand je dis une bêtise, c'était encore Nord-Pas-de-Calais à l'époque, c'était Nord-Pas-de-Calais, et puis on a ouvert toute la région dès la fusion des régions, donc en 2016. On a invité notre petit collègue Picard à rejoindre cette carte. Donc aujourd'hui, il y a un peu plus d'une centaine, 110 compétences recensées. C'est disponible évidemment sur un site internet de l'Institut 3D.fr. On est monté à 140 compétences à un moment donné, donc ça veut dire, quand j'ai fait la mise à jour, je pense que c'était en 2019, on a perdu une trentaine de compétences qui ont disparu de l'écosystème. Donc on voit qu'il y a aussi une sélection naturelle qui se fait sur ce sujet-là. Donc on y référence évidemment tout type d'acteurs. On a à la fois des distributeurs de solutions, des prestataires d'impression 3D, des Fab Labs, des écoles et universités, bien évidemment. Il me manque l'école centrale, c'est un peu dommage.
répondre à la question de ce matin, il y a une question sur si les gens savaient qu'ils étaient dessus, etc. Là, ce sont bien les entreprises, les entités qui se référencent dessus. Moi, je leur envoie un formulaire et ils répondent ou ils répondent pas, mais c'est bien l'entreprise qui fait la démarche. Et derrière chaque point, il y a donc une fiche d'identité sur laquelle on a la typologie des machines et les matériaux utilisés par l'entité en question. C'est ce qui me semblait un peu important, c'est que ce n'est pas juste un annuaire d'entreprise de contact, c'est qu'on sache ce qu'ils font exactement et quel type de machine ils utilisent et quel type de matériaux ils traitent. Donc il y a ça sur ces fiches, c'est une fiche assez simple, mais on a ce type d'information. Parmi les acteurs en région, alors vous les connaissez, ceux-là, je pense. Donc, on a à la fois des distributeurs de machines, donc des concepteurs de machines, revendeurs de machines comme Dagoma, à Roubaix, c'est connu bien évidemment, qui s'est lancé dans la production aussi assez récemment d'une machine un peu plus industrielle. On reste sur des machines type FDM, Pangea, Tizix, même chose, c'est des petites machines qui ressemblent à celles de Dagoma, donc auto-assemblées, mais on a aussi des distributeurs de grosses machines, on a Éclair 3D, etc., évidemment, et construction 3D, par exemple, avec son robot araignée, là, dans le domaine du génie civil, qui fait de la fabrication additive aussi, en coulant ce béton couche par couche, avec ce type de machine. On a des distributeurs ensuite de solutions, c'est Rick, je dirais, au process, de revendeurs de machines, c'est comme machine 3D à Valenciennes, RS Components à Beauvais, qui vend des petits équipements, j'appelle ça peut-être de la quincaillerie autour de l'impression 3D, mais tous ces équipements liés à des composants électriques, électroniques et autres. Les Filatech à Tourcoing, qui est revendeur de filaments recyclés. Cedo System, qui est présent aussi sur l'île, qui est revendeur de machines Stratasys, donc un distributeur de machines. Les acteurs de l'innovation et la R&D, donc évidemment les académies, les grandes écoles du territoire, dont Centrale bien évidemment, et aussi sous l'angle génie civil, l'IMT Nord-Europe, donc à la fois sur la plasturgie et le génie civil également, la plateforme Innovatech à Saint-Quentin qui dispose de 8 technologies différentes, une plateforme aussi assez intéressante en termes d'équipement. Et puis les écoles d'ingénieurs, évidemment, les arts et métiers plutôt sur la technologie WAM, l'UTC UCAM et LMPCA, donc à Maubeuge, qui travaille sur les céramiques et qui travaille un petit peu aussi sur le fûtage et la fabrication. Le benchmark autour des intérêts, c'est intéressant aussi, parce qu'il y a Fabrique à rêve, mais il y a aussi Matisse dans le domaine de la santé, Tech2Fab donc dans le domaine des céramiques avec justement le MPCA, Tech2Fab, Elastoplast, PEPS et Doudou. Alors il y a peut-être des acteurs qui sont là, mais ce sont donc des intérêts qui s'intéressent aussi à la fabrication. Et des formations, alors c'est assez intéressant parce que je trouve que les formations, notamment en formation continue, se développent. C'est le cas de l'AFPA, qui forme des gens pour devenir techniciens supérieurs en fabrication liquide, donc là avec un diplôme vraiment reconnu. On a sur la Côte d'Opale, là aussi en formation continue, l'Université Côte d'Opale qui a développé une formation très récemment, donc là c'est la deuxième ou troisième promotion. Julia, donc l'Université catholique, là aussi, qui est en train de développer la formation continue pour former tout type de personnes avec des modules vraiment adaptables pour les industriels, avec leur centre, leur station technologique. Ils ont aussi pas mal d'équipements intéressants. Donc, ils sont en train de développer des formations sur mesure. L'IMT, évidemment, qui forme des gens, et puis le Greta également, avec le lycée Beaupré, qui avait initié des formations pour être Fab Lab Manager et forgeant numérique. Parmi les acteurs en place, alors je vous ai mis quelques exemples, ça ne fait pas exhaustif, mais quelques cas assez emblématiques, soit d'entreprises qui utilisent ou des entreprises prestataires. En haut, vous avez plutôt des entreprises utilisatrices. On a ici, par exemple, une société de déménagement industriel qui utilise l'impression 3D alors, de façon un peu unique finalement, pour en faire un outil d'aide à la décision. Des spécialistes de déménagement industriel, mais comme les plans 2D, c'est pas toujours compréhensible par tout le monde, ils impliquent tous les mobiliers liés au déménagement et ils impliquent les salariés de l'entreprise dans la configuration des bureaux, des futurs bureaux, et donc ça devient aussi un moyen d'interprétation un peu plus simple pour tous ceux qui vont participer à ce déménagement. Donc, ils en font
un outil vraiment d'aide à la décision pour faciliter le déménagement. Paquellement, c'est la même chose, hein, ils avaient des structures comme ça dans des matrices en laiton, historiquement, qui sous-traitaient, qui leur coûtaient relativement cher. Et aujourd'hui, ces matrices, elles sont imprimées en interne avec des petites machines de bureau, faire ces empreintes. Donc, paquellement, ce sont des carreaux, des avec des couleurs, et puis des matrices comme celle-là, très complexes, et assez graphiques. Donc, ils utilisent maintenant des machines d'impression 3D. Des prestataires assez connus sur le territoire, donc 3D FT Lab, qui est une livrette sur Bayeul, 3D Partner, donc, dont fait partie aussi 3D FT Lab, qui est animé en partie par Elan Place, dans le Pas-de-Calais, à Tinques. Donc ils ont monté un consortium, le premier GIE aussi d'impression 3D, hein, dans le Pas-de-Calais, avec 5 entreprises qui se fédèrent au travers de ce GIE pour capter les marchés complémentaires. Finalement, ils ont des complémentarités chacun sur leur marché, et qu'on rentre par l'un ou l'autre, finalement, ils essaient de trouver des prestations. Des exemples de réalisation. Donc en haut à gauche, c'est Chloé Designer. Donc c'est une studio à Lille qui a travaillé avec la marque Eram. Alors c'est pas chez nous, c'est dans l'ouest de la France, mais qui a travaillé à une époque donc sur un système de talons personnalisables, hein, pour ces dames, donc avec une chaussure conçue spécifiquement, mais avec des talons qu'on pouvait imprimer en magasin. Donc en 3/4 d'heure, on a imprimé sa paire de talons personnalisables. Ils ont testé ça en magasin. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas resté, mais ils ont testé ça pendant quelques temps en magasin pour en faire un outil aussi un peu nouveau et innovant, donc que la marque aussi apporte des solutions un peu différentes dans son domaine. Happy 3D, donc du groupe Boulanger, hein, qui a développé une plateforme de pièces de rechange pour l'électroménager notamment. Donc ça existe encore. Hein. Happy 3D, c'est donc une plateforme en ligne. Donc des plateformes de fabrication de pièces, on retrouve des pièces prêtes à imprimer. AET Solutions, donc à Bondu, j'en parlerai un peu tout à l'heure. Donc là, on est sur du métal, justement. Hein, donc les anciens de chez Dassault qui ont créé cette entité de fabrication alors moi j'appelle ça une perceuse, de perceuse de matériaux composites pour l'aéronautique, hein, donc, qui permet avec cette machine titane, je pense que Cyril, ça travaille largement dessus. Donc totalement imprimé titane, et qui est aussi prestataire maintenant. Donc je les ai contactés quand même pour cette journée. J'avais pas de nouvelles, donc ça existe toujours. Et ils ont acheté la machine. Ils n'avaient pas de machine à l'origine, mais ils ont une machine maintenant chez eux qui fait cette électronique. Partiform, qui est basé à Percé, qui a récemment, donc on dit récemment, ça va faire 1 an ou 1 an et demi maintenant, investi sur cette machine Massivite, qui est une des plus grosses du marché aussi, hein, qui leur permet de faire des très grandes pièces. Donc, Stratiform, historiquement, ils font des pièces pour ferroviaires, et notamment donc, des composites résine pour les nez de tramway, les cabines de tramway. Et aujourd'hui, c'est un outil de diversification. Donc, je parlais de diversification tout à l'heure, c'est le cas chez Stratiform, qui est très ancré sur le ferroviaire et qui aujourd'hui, grâce aux technologies de fabrication additive, va capter d'autres marchés, dans l'événementiel notamment, par exemple, dans d'autres domaines, puisque ces machines-là leur permettent de toucher d'autres secteurs. Donc, ils ont créé l'entité Technoform 3D Factory, qui est leur marque spécifique pour la fabrication additive, et qui développe de nouveaux marchés pour eux. Dans le domaine de la santé, on a plusieurs acteurs. On a l'Addis Médical, qui travaille sur ces prothèses mammaires pour la reconstruction mammaire, donc avec un projet qui est en phase de maturité quasiment, là, donc qui vise une mise sur le marché d'ici 2024 ou 2025. Qui est aussi prestataire de services, hein, donc ils ont développé en parallèle une activité de vente, de prestations liées à leur filament compatible. Géco Biomédical, qui est basé à Rouen, c'est une société parisienne, mais dont l'unité de production est à Rouen, et qui fait aussi des pièces, enfin pas des pièces, des biotissus, si je puis dire, donc des tissus spécifiques par bioprinting. Donc leur unité de fabrication, je ne l'ai pas vue encore, mais elle est basée à Rouen. Des acteurs comme ConnectEdge qui utilisent l'impression 3D pour leurs activités de formation. Donc c'est une société plutôt là aussi liée à la santé,
qui donne des formations dans les EHPAD pour travailler sur la cognitive, des sciences cognitives, hein, et donc aider les personnes à travailler leur réflexe, leur mémoire, etc. Et ils ont conçu, fabriqué leurs propres produits. Hein, c'est un petit appareil qui diffuse des odeurs et connecté, c'est un appareil connecté. Donc la télécommande, l'appareil en dehors de la petite grille qui est devant, bah, tout est imprimé en 3D. Donc c'est un diffuseur d'huiles essentielles qui est connecté à des jeux interactifs et donc qui permettent de travailler sur des logiques de stimulation olfactive avec ce type d'objet. Sur la santé, on a des gens dans le domaine des prothèses, que ce soit donc l'association Enable, par exemple, hein, qui fabrique ses mains par des technologies assez classiques LTM, ou des acteurs comme Medium 3D, donc plutôt des prothèses la plus haut de gamme, les plus travaillées et personnalisables. On a aussi du orthopédie à Dunkerque qui a travaillé sur des mains robotiques hein, avec un acteur anglais, Oculus. Et puis encore un, donc cette société-là, donc là c'est quelqu'un pareil qui était confronté à ce sujet-là, hein, sur les problèmes de perte de vue. Il a développé un appareil qui ressemble à une lampe de bureau, mais qui est en fait un produit imprimé en 3D qui permet de grossir finalement n'importe quel document pour le lire sur un écran. Donc il est très intégré finalement, hein, qui n'est pas dénigrant et permet voilà, de travailler de façon originale un produit en petite série, personnalisable. Donc ça s'appelle le TH Shop, hein, ce produit qui est dédié au secteur santé. Les lieux hybrides, alors on a évidemment comme tous les territoires, on a plein des Fab Labs, hein, type Tech Shop, hein, qui a été repris l'an passé par l'Université catholique de Lille. La station, Saint-Omer, qui est un lieu hybride, là aussi, à la fois coworking, incubateur, un Fab Lab, un très beau lieu sur la gare, l'ancienne gare de Saint-Omer. Des lieux plus privés, comme chez Decathlon aussi. Hein, chez Decathlon, ils ont un AdLab qui est accessible aux ingénieurs, aux designers pour fabriquer, mais qui était aussi visible auprès du grand public, hein, pour leur montrer aussi ce qu'on fait chez Decathlon pour proposer des animations autour de ça et amener aussi le public à créer avec Decathlon des nouveaux produits. Alors un petit focus rapide sur l'impression métal, hein, parce que de toute façon on n'a pas de milliards. Donc on a Hyper 3D évidemment qui est présent sur ce sujet-là avec des machines qui peuvent être donc les pénibles et les titanes, hein, c'est bien ça, qui sont concernés par les matériaux métalliques. On a aussi en région l'association de métallurgie des poudres, qui est une association européenne, le PMA, hein, c'est basé à Chantilly. On a 4D Pioneers, qui est aussi basé ici, donc à Centrale, avec cette démarche d'accéder à différentes machines, hein, aussi bien ici, mais aussi à l'ENSA de Paris, et puis dans le centre technique de PCRC, pour proposer des prestations, là aussi, d'innovation et de recherche, avec une finalité de développement durable aussi, hein, donc chez 4D Pioneers, et notamment des machines métal. Il y a toujours le projet de fourmi sur un hub impression 3D métal, donc ça c'est censé aboutir cette année, les dernières nouvelles, hein, on en parlait depuis pas mal d'années, mais c'est censé arriver cette année, donc il y a l'idée d'avoir plutôt des machines en dépôt direct, hein, si je dis pas de bêtises, et puis un centre de formation, hein, il y a une vraie volonté je dirais, des élus de la ville de Fourmi de s'impliquer pleinement dans F3 et les nouvelles technologies, donc ils veulent créer un centre de formation aussi autour de ce hub impression 3D métal. Alors j'avais mis, donc c'est à Blangy-sur-Brel, hein, c'est pas notre région, mais c'est vraiment à la limite de la limite, hein, parce que la vallée de la Brel, d'un côté c'est la Somme, d'un côté c'est la Haute-Normandie, mais vous connaissez, j'imagine, donc MNB Volume, qui a notamment aussi des machines dans le domaine métal, soit pour des pièces artistiques, hein, comme on l'a vu pour l'Ange pleureur ici de la cathédrale d'Amiens, ou des pièces aéronautiques, hein, puisqu'ils sont acteurs très présents dans le secteur aéronautique. Ils sont quand même 25 machines plastique et métal au total, donc c'est un très gros acteur au nord de Paris. AET, j'en parlais tout à l'heure, donc AET, des machines donc, pour perforer les composites des fuselages d'avion, hein, donc avec ces machines totalement
titane, là, qu'on retrouve assemblés donc, en haut à droite, mais ils sont aussi prestataires en sous-traitance de pièces titane, donc basées à Bondu. La 3D Metal Print à Saint-Omer, là aussi, c'est quelqu'un qui est indépendant. C'est la technologie fusion, alors je pense que ça travaille aussi, c'est fusion laser, on pense. Et on a aussi, côté fonderie, AFHS 3D, donc anciennement la fonderie Goutet, qui a malheureusement péri dans un incendie notamment, mais qui a conservé son activité d'impression 3D autour de ces Voxeljet, donc l'impression 3D de sable, pour réaliser des pièces de fonderie. Ça a perduré, donc c'est la seule activité qui reste, qui est basée dans la Somme. Côté Palourec aussi, donc il travaille étroitement avec les arts et métiers, sur les technologies WAM, donc ça c'est assez récent, on l'a vu passer dans l'actualité. Et puis un autre exemple aussi, dans la Somme, l'entreprise de Cailleux qui a mis au point ce démonstrateur, si je puis dire, de pièces dans le domaine de la joaillerie, boucles de ceinture, pour montrer un petit peu son savoir-faire donc dans le domaine du métal. Et de travailler avec Adobe, Adobe Solutions, sur la faisabilité, pour toucher un petit peu le secteur du luxe, de la mode, au travers de cette mallette. Côté académique, on a côté ICAM et UTC des machines type Metalix qui sont présentes. Je vous ai mis deux thèses aussi, j'ai cherché du côté des thèses qui impliquaient l'UTC, notamment on avait des thèses en cours passées donc, sur les sujets autour de la fabrication. Sans que d'explorer un petit peu ce qui se passe dans les recherches en cours. Le CETIL, qui est présent évidemment à Senlis, le siège est à Senlis, même si l'activité fabrication additive est plutôt concentrée sur le site donc de Centre Val de Loire. Mais voilà, le CETIL qui s'est quand même aussi assez fortement développé sur ces sujets-là, et qui est très impliqué au niveau national dans le développement, la coordination d'un réseau national autour du sujet. Chose, un petit veille sur les interrègles impliquant l'impression 3D métal. Donc, il y avait notamment un entre-deux-mer qui impliquait Eura Materials en partie, donc qui s'appelle 3D FP. C'est un projet achevé. Et puis, deux autres intérêts en dehors de la région, donc FAFI ou Complete Metal 3D, qui sont là aussi des intérêts qui avaient lieu sur des sujets autour de l'impression 3D métal. Voilà, effectivement. Avez-vous regardé pour élargir votre club impression 3D à d'autres régions pour avoir un outil national pour la France? Alors nous, en tant que CCI, en Livre ou Hauts-de-France, en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est le territoire régional. On a souvent eu cette question par le passé avec ma collègue. On a même réalisé des interventions dans d'autres territoires. On a vu que ça s'est animé effectivement, comme l'a montré ce matin Cédric, à d'autres régions qui ont un peu copié ce principe de cartographie et de recensement. On a la Normandie, on a des démarches à la fabrication additive.com, qui est un site national qui est porté par le CIMOP, si je dis pas de bêtises, et qui a un petit peu ce rôle de recensement national, par contre qui est très concentré sur des acteurs d'envergure industrielle. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'acteurs que sur ma carte présente sur les Hauts-de-France, mais ce sont des acteurs purement industriels. Donc on a eu cette question, on a eu des gens qui souhaitaient se référencer effectivement, parce que à la rigueur l'outil il est assez simple maintenant à ouvrir, si je puis dire, l'outil existe. C'est ce qu'on a fait avec Cédric pour la partie transfrontalière. On a échangé à plusieurs reprises pour justement voir ce qui se passe au niveau transfrontalier. On pourrait l'ouvrir assez facilement. Il suffirait qu'on trouve des accords peut-être avec les autres territoires qui le souhaitent. Mais pourquoi pas demain, si on devait l'ouvrir, on l'ouvrirait, je pense, tout d'un coup à tout le monde, si je puis dire. Ce serait pas forcément un tel ou tel territoire, mais c'est d'ouvrir le plus possible.
Merci pour votre retour. Et on est souvent, alors malgré les outils comme cela, on est assez régulièrement quand même sollicité pour les aider, enfin des personnes qui cherchent une information ou un prestataire, mais qui, plutôt que de balayer l'outil, préfèrent appeler et dire, ben voilà, je cherche telle compétence dans tel matériau, telle technologie, et c'est pour m'orienter. Donc souvent, on est quand même amené à apporter du conseil, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est aussi d'essayer de conseiller les gens en leur donnant les prestataires les plus pertinents par rapport à leur attente. Ça, c'est notre rôle CCI, si je puis dire, où là, on est vraiment dans le conseil et la mise en relation, et on a tout intérêt à faciliter le lien entre les acteurs. Monsieur Dati, vous remercie de l'information. Alors, je ne sais pas s'il y a dans la salle des acteurs qui ne sont pas sur la carte, dans le territoire, mais voilà, ça reste ouvert. Certains vont être référencés, il n'y a pas de souci. On a aussi Ciris quand même sur la carte. C'est le seul acteur belge qu'on a. On a mis Ciris parce qu'historiquement, on avait lancé le club avec Ciris, avec Jean-Claude Lebel à l'époque, et on a beaucoup de relations avec Ciris, des pages, on a fait des déplacements aussi avec le club chez Ciris. Comme ça, sans pas technique, le techno, voilà, c'est intéressant, donc ça, qui est juste à côté, et la France. Je vais peut-être juste mentionner une autre initiative européenne qui existe, c'est 3D Data. Si vous essayez de faire ça sur Internet, il y a c'est ouvert, c'est européen, c'est gratuit. Il n'y a pas de service associé, c'est juste un répertoire. Donc, et on peut filtrer son service qu'on veut, et on tombe sur des acteurs au niveau européen. C'est 3DP, donc 3D printing, c'est comme ça que la fois le panel. Ouais. C'est un petit peu le délai, mais le nombre d'acteurs qui est déjà présent dessus, c'est assez intéressant. Et c'est vrai que ça cible essentiellement les industriels, on va dire, en prestataires de services confondus. Il n'y a pas que de la fabrication, il y a aussi post-traitement lié à la fabrication additive, des choses comme ça. C'est assez large, c'est gratuit, il n'y a pas de service associé, il ne faut rien payer, il faut juste créer un compte, c'est très simple, mais ça a le mérite d'exister au niveau européen. Si jamais que ça intéresse. Je sais que j'avais déjà mentionné à Cédric pour détourner encore plus si jamais. Enfin, la granulométrie est sûrement plus fine pour les titres que tu as fait, mais voilà, en macro, qui s'intéresse au niveau européen pour la visibilité également, voilà, comme on parle de trésor. Ouais. Bah, nous aussi, on a essayé de recenser un peu ça, c'est-à-dire en amont, la modélisation 3D, le système 3D, tout ce qui sont en amont de la chaîne, et ceux qui sont en prochainement, pas mal. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Alors, c'est vrai que nous, la demande, c'est souvent de la proximité. Les petites entreprises, des fois, disent, moi, j'aimerais trouver dans le territoire, c'est pas trop loin. Hein, c'est comme des choses qu'on sent de plus en plus. Hein, c'est cette volonté de travailler en local le plus possible. Chercher des joueurs locaux qui ont peut-être pas encore dit, mais qui sont là-dessus. Ça marche. Merci. Voilà, donc sur le projet, en fait, il y a principalement deux parties sur lesquelles je travaille. C'est une première partie sur laquelle j'ai parlé ce matin, sur le pratique de co-création, et en particulier les plateformes numériques qui permettent d'utiliser cette co-création. La deuxième partie sur laquelle je travaille, c'est sur donc c'est les modèles d'affaires des fabricants d'imprimantes 3D open source et les problématiques de propriété intellectuelle. Et donc, en pratique, ce qui nous intéressait ici pour Fabrique Rêve, c'est de voir comment on pouvait mettre sur le marché, diffuser une technologie d'impression 3D qui soit open hardware, et comment une activité économique pouvait éventuellement se créer là autour. Alors, comme je l'ai dit ce matin, j'ai eu l'occasion, pendant pas mal d'années, de travailler sur les modèles d'affaires open source, mais plutôt sur les logiciels, un petit peu moins sur les technologies open hardware. Et donc, l'idée, c'était d'étendre cette réflexion sur le cas plus précis des fabricants d'imprimantes 3D open source. Alors, ce qui est intéressant par rapport à cette thématique-là, c'est qu'il y a toute une série de constructeurs qui sont apparus il y a une dizaine d'années maintenant, et que donc on a la possibilité d'étudier comment leur modèle d'affaires, de quoi déjà se compose leur modèle d'affaires, et puis de voir comment ce modèle d'affaires
a évolué au fil du temps. Alors, si on regarde un petit peu l'évolution de l'impression 3D open source et... Excuse-moi, mais je sais pas si vous avez les slides ne bougent pas. Alors, il faut mettre en partage. Donc, ce qui a été fait par rapport à ça, c'est d'abord regarder au niveau historique un petit peu comment ces entreprises s'étaient créées. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que l'impression 3D par technologie FDM est créée d'abord par une entreprise de manière propriétaire, de manière tout à fait classique, avec du dépôt de brevet. La technologie FDM, c'est Stratasys qui met la technologie au point. L'entreprise se développe. Un brevet a plus ou moins une période de protection de 20 ans. Et ce qui se passe, c'est un peu avant la fin de la protection par le brevet, vous avez un projet open hardware qui apparaît, qui est le projet et qui rencontre assez rapidement un certain succès. Alors, il rencontre un certain succès parce que vous avez tout un tas d'utilisateurs experts qui vont s'approprier ce projet. Et certains de ces utilisateurs experts vont créer des entreprises. Alors, la première, qui est la plus connue, c'est MakerBot. Et puis, vous avez Ultimaker, vous avez User Research, vous avez Dagoma ici dans la région, qui lance en fait d'autres machines open source. Et puis, en parallèle, vous avez une démocratisation de l'impression 3D et toute une série d'autres entreprises qui, elles, ne sont pas open source, qui apparaissent également dans le milieu un peu, une série. Alors, deux commentaires par rapport à ce que vous avez ici sur le slide. Le premier, qu'il est important de comprendre dès que vous avez une activité open source, c'est que dans ce cas-ci, vous avez deux choses qui sont souvent confondues et qui pourtant sont distinctes. C'est d'une part le projet de matériel libre. Donc, par exemple, RepRap, c'est un projet de matériel libre, mais vous n'avez pas de constructeur associé à RepRap. C'est quelque chose qui est resté purement open source, qui a son existence, je dirais, propre. Par contre, ce que vous avez en rapport avec le projet RepRap, c'est que vous avez une série de personnes plus expertes qui ont essayé de s'approprier la technologie RepRap, qui ont été un peu frustrés de voir que ça marchait, mais que ça n'était pas facile d'utilisation. Et en fait, de cette frustration sont nés des projets d'imprimantes 3D qui étaient elles aussi open source, mais qui étaient commercialisés sur le marché et davantage prêts à l'emploi. Si vous regardez Ultimaker, si vous regardez MakerBot, si vous regardez User Research, à chaque fois, en fait, parmi les fondateurs, vous avez des personnes qui ont travaillé avec RepRap et qui ont produit quelque chose de dérivé et d'amélioré. Toute mon intervention matin, pour discuter pour répondre à une question avec Jean-François, en fait, il n'y a pas d'opposition entre un projet de matériel libre et des constructeurs d'imprimantes 3D. En fait, il peut y avoir une complémentarité. Et justement, ce qui est intéressant avec RepRap, c'est que si vous regardez en fait RepRap, vous avez un impact économique qui n'est pas lié en fait au nombre d'emplois directement créés par RepRap. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez tout un tas de bricoleurs, entre guillemets, qui ont repris le design de la RepRap, qui ont produit des designs dérivés parfois pour leur usage propre. Et dans certains cas, ça a débouché sur des projets d'entrepreneuriat avec de la création d'entreprises et de la création d'emplois. Donc, MakerBot vient de là, Ultimaker vient de là, User Research vient de là. Alors, si on revient en fait aux entreprises plus propriétaires, quand vous regardez généralement le modèle d'affaires qui est pratiqué, c'est un modèle d'affaires qui vise à simplifier les conditions d'utilisation de la technologie, avec de la production de propriétés intellectuelles, généralement des fonctionnalités spécifiques qui vont être protégées par brevet. Et un point qui revient assez souvent, c'est que vous avez un modèle d'affaires par derrière qui peut poser certains problèmes, on y reviendra, en tout cas pour les utilisateurs, qui est le modèle d'affaires qui est résorbé, c'est-à-dire vous vendez en fait une machine pas trop chère et vous essayez en fait de vous rémunérer sur les ventes récurrentes de consommables. Donc c'est le modèle de Nespresso avec les douzaines de café, c'est le modèle des fabricants d'imprimantes classiques avec les cartouches pour les imprimantes de banque, mais vous avez ça aussi avec les ventes de fil à pain, qui parfois sont vendues relativement chères. Et donc, dans certains cas, si vous
prenez c'est le cas, c'est que vous avez du dépôt de brevet pour organiser la compatibilité des filaments de la machine avec des filaments concurrents moins chers. Donc ça peut aller relativement loin. Et là, on est vraiment dans le modèle de Nespresso avec les capsules. Donc, voilà, là, on a des logiques qui sont un peu différentes entre ce qui peut se faire sur des imprimantes purement propriétaires, valorisées par désormais, des imprimantes et des imprimantes open source, où là, on est sur des systèmes qui sont davantage ouverts, qui vont moins enfermer a priori l'utilisateur, et qui, dans certains cas, peuvent être dérivés directement de projets de matériel. Alors, ceci étant, est-ce que ça veut dire qu'il suffit de mettre un projet de matériel libre en ligne pour qu'il soit diffusé auprès des utilisateurs, un peu comme par magie? C'est un peu l'impression qu'on a avec le logiciel, et qu'on peut avoir aussi parfois avec le matériel libre. En fait, ce qu'on remarque, c'est que les premiers qui peuvent être intéressés par le matériel libre, alors c'est ce que j'appelle l'utilisateur de pointe, c'est ce que Jean-François appelle le geek quand on en parle. En fait, ce sont des utilisateurs experts qui sont un peu frustrés par ce qui existe sur le marché, parce que soit fonctionnellement ça ne convient pas, soit au niveau prix c'est trop cher, et donc vont accepter de s'embêter un petit peu avec des technologies un peu plus difficiles d'abord, mais qui vont aider à les améliorer. Bon, les fondateurs d'Ultimaker, de Prusa, de MakerBot, on est sur ce type de profil. Ils vont accepter de s'approprier les technologies un peu plus difficiles d'abord, et qui vont essayer de les simplifier et d'en commercialiser une première version plus facilement exploitable. Alors, plus facilement exploitable ne veut pas dire que c'est complètement click and print. Ce qui veut dire qu'après, quand vous regardez, une fois que la technologie est commercialisée, vous avez un rythme de diffusion qui est plus ou moins rapide, où on va commencer par convaincre en fait les franges relativement marginales du marché. On voit ce que ça appelle les innovateurs. Donc les innovateurs, en fait, ce sont des utilisateurs qui acceptent le risque, qui acceptent l'expérimentation, et à qui on peut donc vendre une technologie qui marche à peu près correctement. Et s'il y a des choses à régler un peu manuellement, qui prennent un peu plus de temps, ça n'est pas grave. Et ça permet une première mise sur le marché, de mettre un pied sur le marché, en vue de diffuser ça après auprès des utilisateurs qui, eux, souhaitent quelque chose de beaucoup plus facile d'abord. Donc, en pratique, intéresser les utilisateurs de pointe, intéresser des geeks, on peut le faire avec le projet libre. Si maintenant on veut diffuser massivement une technologie open source, logiciel ou matériel auprès du gros du marché, on a besoin en fait d'entreprises qui fiabilisent la technologie, qui en font des packs qu'on peut acheter, qui sont facilement installables, et qui, comme on le disait ce matin, peuvent éventuellement proposer des services pour aider à utiliser la technologie. Alors, au niveau open source, en fait, on va globalement retrouver deux grands types de stratégies. Alors, c'est vrai pour le matériel libre, c'est vrai pour le logiciel libre aussi. La première stratégie, c'est de se dire, en fait, la communauté qui gravite autour d'une technologie libre, qu'elle soit logicielle ou matérielle, c'est une ressource complémentaire qui permet de pallier au fait que si une PME, si une TPE met une technologie sur le marché, elle manque de ressources, et donc la communauté lui apporte une ressource qui est complémentaire. Alors ça veut dire que dans ce premier modèle-là, on va utiliser la communauté d'une manière un peu opportuniste au début, et puis vous allez voir qu'incidemment, le projet va se refermer au cours du temps. Si vous regardez MakerBot, c'est ce qui s'est passé. MakerBot a abandonné le modèle open hardware de manière assez tonitruante en 2012. Ça a pas mal figuré dans la communauté. Ultimaker, en fait, a fait ça de manière beaucoup plus intelligente. En fait, ils ont en gros fermé toute la partie matérielle. Ils ont gardé la partie logicielle avec Cura, mais vous avez le même mouvement de fermeture. Et en fait, si vous allez voir chez Prusa, qui est resté complètement ouvert, vous remarquez que l'activité, elle est plus sur la partie logicielle que sur la partie matérielle. Donc, il y a un moment où, en fait, vous vous rendez compte que la partie matérielle ne vit pas tant que ça, que la R&D, elle se fait surtout en interne dans l'entreprise. Et de manière assez naturelle, en fait, ça se ferme. Et donc, ça, c'est une première stratégie, c'est ce qui consiste à dire, on manque de ressources au début, on ouvre le processus d'innovation vers la communauté pour pouvoir innover, plus vite trouver des recettes et des ressources à l'extérieur, et puis une fois que c'est plus intéressant, on referme. L'autre approche, c'est une approche qui est plus celle de Prusa, par exemple, qui consiste à se dire que cette communauté sur la matière vivante, elle va amener des contributions sur la technologie partie hardware, sur la technologie partie logicielle, et donc le constructeur au milieu de tout ça, ce qu'il fait, c'est de l'intégration
des contributions, du contrôle qualité et la commercialisation de quelque chose d'intégré et fonctionnel auprès du reste. Ça, c'est vraiment les deux grandes catégories, deux grandes stratégies qui se découpent. Alors, deuxième point, c'est là, parce jusqu'à présent, je vous parle de constructeurs open source, open hardware. Qu'est-ce qu'on entend par constructeur open source, open hardware? Alors, je vous l'ai dit au matin, le terme open hardware, il est souvent galvaudé. Alors, c'est parfois difficile de comprendre ce qu'on entend par open source, par open hardware. Ici, dans le consortium, ce qu'on veut, c'est faire du vrai open hardware. Donc, du vrai open hardware, ça veut dire que le matériel est libre, mais aussi le logiciel. Si vous regardez ce qui se fait, en fait, en pratique, sur le marché, vous avez trois choses qui peuvent être ouvertes. Vous avez le logiciel, vous avez le matériel, et vous avez les créations des utilisateurs des machines d'impression 3D. Alors, tous les constructeurs sont d'accord pour que les utilisateurs mettent leur production en open source. On comprend assez bien l'intérêt, c'est que plus vous avez de choses à imprimer, plus on achète du filament, et si vous avez du résorbé comme modèle d'affaires, ça alimente le modèle d'affaires. Donc, sur la partie partage des créations, généralement, tout le monde est d'accord sur le fait que les utilisateurs devraient faire de l'open source. Vous avez Thingiverse, vous avez le Club Dagoma, par exemple, qui sont des plateformes qui encouragent les utilisateurs en open source. Après, sur le reste, sur la partie logicielle, sur la partie matérielle, est-ce qu'on a vraiment de l'open source? Alors, si vous prenez Dagoma, c'est pas tout à fait de l'open source. En fait, on est sur une partie open, il y a toute une partie de la machine que vous ne pouvez pas réutiliser à des fins commerciales. Vous avez une clause NC, en fait, sur les designs qui sont publiés. Alors, je dis pas que c'est mal, hein, je dis juste que c'est pas tout à fait de l'open source. L'autre application de l'open source que vous allez retrouver, c'est ce qu'on appelle open part. Donc, des parties ouvertes, des parties fermées. Donc, typiquement, partie matérielle fermée, partie logicielle ouverte. Et parfois, dans les logiciels eux-mêmes, une partie ouverte et une partie fermée. Donc, si vous regardez Ultimaker, typiquement, vous avez une partie du logiciel qui est dans le cloud. Et vous n'avez pas accès à la totalité du code source, en fait, du logiciel. Donc, Cura, par exemple, vous avez des parties de Cura qui sont spécifiques à Ultimaker et qui ne sont pas donc il faut être assez prudent avec ce qu'on entend par open source. Vous avez, on va dire, différents degrés d'open source. Si vous voulez plus d'être dans la logique du projet de matériel libre et d'avoir quelque chose de réellement ouvert, dans la pratique, une fois mise sur le marché par une entreprise, la technologie peut avoir différents degrés d'ouverture. Donc il ne faut pas s'arrêter simplement au vocable open source quand vous trouvez accolé à une technologie. Donc en termes de modèle d'affaires, c'est un modèle d'affaires d'entreprise globalement open source. Alors j'ai pris l'exemple de Prusa ici, qui est la seule des quatre qui est globalement open source. Ce que vous allez retrouver comme élément important, c'est la communauté open source de l'hardware qui aide pour le développement de la technologie. Vous avez des achats de consommables aussi. Donc vous avez cette idée de résorber le business model, mais avec un lock-in par le vendeur qui est beaucoup plus faible parce que la technologie est réellement ouverte. Vous avez une protection des marques, parce que ça, ils peuvent le faire. Donc, si vous allez voir sur les dépôts de marques européens, vous allez voir que Prusa dépose des marques tous azimuts. Et vous avez quelque chose à surveiller, qui est relativement nouveau. En fait, ils ont des chambres d'imprimantes, ça c'est relativement ancien, mais vous avez des développements technologiques pour avoir des chambres d'impression automatisées. C'est quelque chose qui date de l'Expo universelle de Dubaï. Et ils savent pas encore trop bien, au niveau propriété intellectuelle, ce qu'ils vont en faire. Il faudrait très bien que, de ce côté-là, vous ayez un basculement de stratégie par rapport à ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. On les a eu en interview il y a un mois ou deux, et ils sont vraiment en réflexion par rapport à ça. Alors, typiquement, ces technologies, à qui est-ce qu'on va les vendre? Je vais vous expliquer quelques slides avant, que vous avez une diffusion qui était progressive. En particulier, en fonction de son degré de maturité, la technologie va satisfaire différentes stratégies clients. Alors, ce qu'on a fait avec mon collègue de l'IMT Atlantique, avec qui je travaille là-dessus, c'est identifier en fait 4 grands types de stratégies clients qui s'appliquent dans le domaine de source. Ce sont des stratégies de besoin en fait. Donc la première stratégie de besoin, c'est ce qu'on a appelé la stratégie de contrôle. Donc c'est des gens qui veulent avoir un contrôle important sur la technologie pour pouvoir la faire évoluer à leur sauce. Et donc, c'est un peu l'équivalent de ce que Didier, par exemple, achète des clients en logique technique. Ils vont accepter de prendre un peu plus de risques pour améliorer une technologie, pour avoir quelque chose qui correspond exactement à leurs besoins
et qui les libère finalement d'un lien de dépendance avec un prestataire. Ensuite, vous avez les stratégies de lock-out. Là, on n'a pas nécessairement besoin de personnalisation. Par contre, on a un gros besoin d'indépendance vis-à-vis des fournisseurs. Donc, par exemple, dans le cas de l'impression 3D, on voudrait bien ne pas être absolument obligé d'utiliser un type de filament imposé par le constructeur de l'imprimante. On voudrait bien avoir un petit peu de concurrence par rapport à ça. Troisième stratégie de besoin, c'est la stratégie de besoin dite Lean. Donc là, c'est de la personnalisation à moindre coût. Donc, par exemple, pouvoir avoir une plateforme logicielle pour gérer un parc de machines ouverte sur des plugins extérieurs qui permet de personnaliser finalement l'outil de pilotage de parc. Ce genre de proposition de valeur-là répond tout à fait bien à des stratégies clients de type Lean. Et puis, la dernière stratégie, ce sont les stratégies de type prix, donc ce sont des gens qui veulent juste un prix, une solution standardisée qui leur coûte le moins cher possible. Donc j'y reviendrai après. En fait, si vous prenez Fabrique à rêve, on est plutôt sur la satisfaction des stratégies clients de type contrôle et de type lockout, au moins dans un premier temps. Pourquoi dans un premier temps? Parce que la technologie elle évolue au fil du temps. Et donc, les modèles d'affaires qui peuvent être pratiqués également. Je ne vais pas tous vous les détailler. Il y a un article qui est en train de sortir et qui sera en ligne courant du mois de juin. Vous aurez les références dans les slides. En pratique, vous avez une rationalité derrière l'évolution des modèles d'affaires des prestataires open source. On l'a déjà publié dans le domaine logiciel qui sera en train de faire pour les constructeurs d'imprimantes 3D open hardware. Et donc, typiquement, ce qu'on va avoir, ce sont des constructeurs qui vont commencer sur des modèles d'artisanat. Donc, les modèles d'artisanat, c'est typiquement ce qu'on a observé avec Ultimaker ou MakerBot au début, c'est-à-dire on part d'une attrape, on l'améliore et on en fait une machine qui est vendue en kit pour pas trop cher, mais qui déjà résout toute une série de problèmes de la trappe initiale. Donc c'est de la petite série, c'est pas trop cher. Ça s'adresse plutôt à des clients de type innovateur qui acceptent de s'embêter un petit peu avec la techno si elle n'est pas tout à fait au point, mais qui sont contents d'avoir une base qui est à câble et qui est pas trop chère. Alors ça ne résiste pas longtemps parce que si vous regardez le marché de l'impression 3D de bureau, ce qui s'est passé, c'est que vous avez les Chinois qui sont assez rapidement arrivés avec des machines low cost, pas spécialement mauvaises, et je ne sais plus à qui je le disais, j'ai récemment croisé une machine à 75 € vendue chez Carrefour, quoi, et qui marche pas si mal que ça. Alors, ça fabrique pas des grosses pièces, mais pour les petites pièces, c'est tout à fait exploitable. Donc là, c'est vraiment difficile de lutter contre ça. Donc assez rapidement, en fait, vous devez basculer sur un autre modèle d'affaires, qui est le modèle typiquement dans ce cas-ci d'industrialisation, c'est-à-dire de machines préassemblées, précalibrées, idéalement click and clean. Éventuellement vous adresser à une clientèle plus professionnelle. Et puis, une fois que cette phase-là est entamée, vous avez deux pistes d'évolution de votre technologie. La première, c'est rendre votre technologie plus facilement adaptable à des besoins spécifiques. Donc c'est toute la logique de plateformisation. Donc, par exemple, MakerBot avec les systèmes de tête interchangeables, typiquement sur ce genre de logique-là aujourd'hui. Et la deuxième logique, c'est d'adresser les coûts d'exploitation des imprimantes 3D, et donc c'est notamment tout le développement des offres logicielles de pilotage de parc pour optimiser les activités d'impression 3D en interne. Donc typiquement, si je prends Fabrique à rêve, si un entrepreneur devait se positionner par rapport à cette technologie-là, au départ, on serait plutôt sur des modèles plus artisanat ou sur des modèles d'industrialisation, avant de pouvoir penser à ce modèle d'affaires qui suit. Voilà, ça c'est une première présentation. Donc dans ce cas-ci, plus une présentation sur la théorie, je dirais, une tentative de théorisation derrière les modèles d'affaires des constructeurs d'imprimantes 3D, donc open source. Donc ce que je vous proposerai après, c'est une tentative de traduction, ce que ça pourrait donner, de la fabrication additive métallique open source. Donc c'est pas sûr. Voilà, donc à partir
de là, qu'est-ce qu'on peut en déduire, je dirais? Qu'est-ce qu'on peut en déduire pour une technologie de fabrication additive métallique? Donc, vous avez vu au matin comment cette technologie fonctionnait. Vous avez une première étape de fabrication de la matière première. Alors, dans ce cas-ci, on peut plutôt acheter la matière première faite. On va utiliser la matière première dans l'imprimante 3D métallique avec une matière première polymère métal. Une fois que la pièce sort, vous avez une étape de déliantage et de foutage qui permettent au final d'obtenir une pièce quasiment finalisée. Vous avez les détails de surface et compagnie à traiter. Donc ça, c'est le processus général. Donc qu'est-ce qu'on peut faire si on veut développer une stratégie qui soit réellement open source autour de cette technologie? Donc, la première chose, c'est vraiment de travailler sur le projet de matériel libre. Donc, vous avez 3 points qui sont importants. Le premier, c'est d'avoir déjà une publication de la documentation qui est associée au projet de l'école source, les designs, la documentation de l'assemblage, etc., etc. Donc, c'est l'accessibilité de la documentation. Deuxième point, veiller à ce que cette publication soit couverte par une licence qui est explicite et qui est réellement une licence libre. Et vous avez un troisième point qui est de travailler sur la gouvernance du projet. Donc, la gouvernance, c'est finalement dans le projet comment est-ce que les décisions sont prises. Et généralement, vous avez des maturités aussi qui sont différentes suivant les projets. Si vous regardez au niveau des logiciels, prenez Eclipse par exemple, pour ceux qui font du développement informatique, vous prenez certains projets de la Fondation Apache, vous avez des règles de fonctionnement qui sont codifiées, qui essaient d'établir, de faire en sorte que ce ne soit pas juste une personne qui décide quelque chose, mais qu'il y ait un minimum de collégialité. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler pour un projet de logiciel libre, pour un projet de matériel libre. C'est aussi ce qui va permettre d'organiser, si vous avez des prestataires, une certaine égalité de traitement entre prestataires, et éviter que le projet ne soit trop accaparé par un prestataire en particulier. Donc, ce qui a été fait déjà dans ce cas-ci par Jean-François et ses collègues, donc c'est de commencer à publier en fait les plans de la machine en open source. Donc, vous avez eu un article qui a été publié sur LinuxFR à ce niveau-là. Vous avez un papier qui a été publié dans la revue HardwareX. Ça, c'est une première étape, si vous voulez, dans la mise en place du projet de matériel libre. Dans un deuxième temps, vous aurez d'autres aspects qui devront être développés, dont la gouvernance, on vient de parler, et la fameuse plateforme de collaboration que j'ai présentée ce matin, et qui permettra d'organiser cette activité de collaboration en ligne, en utilisant une plateforme numérique. Alors, deuxième chose importante, c'est, comme je l'ai expliqué au matin, d'amener les bons utilisateurs en fait, sur le projet de matériel libre. Donc, c'est déjà d'arriver à identifier ces fameux utilisateurs experts, ces geeks, sur le projet. Alors, pour arriver en fait à deux choses, premièrement, les aider à intégrer cette technologie dans leur propre processus de travail, et éventuellement les aider à commercialiser en fait des machines finalisées avec la proposition d'un support au premier client. Donc ça, ce sont, comme je l'expliquais avant, des conditions en vue d'une diffusion plus large en fait de la technologie sur le marché. Et donc, si on veut diffuser en fait cette technologie en termes de modèles d'affaires, on sera plutôt sur les fameux modèles d'artisanat ou d'industrialisation que j'ai présenté précédemment. Alors, à quelle stratégie de besoin est-ce que ce type de projet peut s'adresser? Là, un élément qui va conditionner cela, c'est le degré de maturité en fait, de la technologie. Ici, on est sur une technologie qui est en cours de mise au point, donc avec des TRL qui ne sont pas maximales à ce stade. Donc, il y a probablement encore des besoins fonctionnels qui sont non couverts et qui vont être complétés par des prestations de personnalisation pour les premiers clients. Donc ici, on peut s'adresser à répondre à des stratégies clients de type contrôle. Donc typiquement des clients qui ont besoin d'expérimenter des nouveaux matériaux, ou des clients qui ont besoin de combiner différents types de produits et d'avoir au final une machine un peu plus personnalisée dans son comportement et plus adaptée à leurs besoins.
À ce niveau-là, vous avez le choix de la base modulaire que vous avez vu là-bas, qui va permettre de combiner différents outils, qui va fortement faciliter la tâche. Sachant que là, on repart déjà d'une base open source, ce n'est pas quelque chose qui a été redéveloppé spécifiquement ici pour le projet. La machine va également satisfaire des stratégies clients de type lockout, puisque on a de la concurrence sur la matière première, et donc vous avez a priori des coûts de matière première qui peuvent être abaissés. Ça, c'est quelque chose qui est relativement intéressant pour les clients qui ont ce type de préoccupation. Donc, je me suis amusé à faire une petite simulation, en fait, des effets du Razor Blade pour voir un peu comment évoluer le prix à la pièce en fonction du coût de la matière première et du coût des machines. Et en fait, vous vous rendez compte que le coût des pièces évoluait, augmentait extrêmement, pouvait vite se révéler extrêmement élevé, compte tenu du coût des matières premières qui sont pratiquées par les prestataires. C'est vraiment un élément qui est important dans le calcul de coût qui est fait par l'utilisateur de ce type de technologie. Donc ici, en fait, on avait pris une techno de type fabrique à rêve avec des PD achetés en gros en Asie, un cas un peu extrême, et Zetamix et la machine polymère métal de MakerBot avec les filaments recommandés, donc la simulation réalisée sur cette base-là. Alors au final, l'autre enjeu, c'est d'arriver à créer un écosystème d'innovation autour de ce type de technologie. Donc là, on trouvait le fameux petit schéma de ce matin. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de construire un écosystème innovant autour d'un projet tel que Fabrique à rêve? Donc, premièrement, il faut que ce projet de matériel libre, qu'il ait une existence et qu'il soit outillé. Vous avez à gauche ici sur la BIA, ce que j'ai appelé plateforme globale. Donc, il faut une plateforme numérique qui permette d'organiser les échanges à distance sur le projet, qui permettent d'héberger la documentation relative au projet, et qui donc permettent aux personnes intéressées d'aller rechercher cette information, de la récupérer, et d'éventuellement essayer de bricoler, d'améliorer cette technologie en respectant, je dirais, les codes et les pratiques de l'open source. Deuxième chose, s'appuyer sur les tiers-lieux dédiés à la fabrication numérique. Alors, j'ai mis Fab Lab sur la BIA. En pratique, vous avez d'autres types de tiers-lieux dédiés à la fabrication numérique. Donc, le terme Fab Lab n'est pas ici utilisé de manière restrictive. Mais l'idée est toujours la même, c'est d'utiliser ces tiers-lieux pour donner un accès physique aux machines et organiser, en fait, la collaboration entre le contact entre des partenaires plus institutionnels et des passionnés, je dirais, avec des experts, avec une expertise technique pointue, qui généralement n'ont pas accès en fait, directement aux machines. Troisième chose, comme je le disais, c'est de stimuler l'entrepreneuriat en vue de boucher sur la commercialisation de machines. Donc là, ça peut être soit de l'entrepreneuriat sous forme de spin-off à partir d'entreprises qui utiliseraient la technologie en interne, qui l'adapteraient, qui la fiabiliseraient, et qui, à la suite de cela, commercialiseraient cette technologie. Ça peut également être des utilisateurs type makers qui rentrent également dans une logique d'entrepreneuriat et commercialisent cette technologie ou commercialisent du support sur cette technologie. Dernière piste possible, c'est en fait de développer les complémentarités avec d'autres projets open hardware. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à explorer, mais en pratique, on regarde un peu ce qui existe autour de l'impression 3D métallique ou non métallique d'ailleurs. Vous allez retrouver des projets comme des projets de flotte, d'aspiration open hardware, des projets de four pour le fritage open hardware. Vous avez éventuellement des technologies d'impression 3D complémentaires, notamment OpenSLS qui est un projet allemand. Et donc, alors la maturité de ces projets est évidemment à évaluer, mais ça permettrait en fait d'intégrer des technologies telles que Fabrique à rêve, finalement dans un ensemble de projets open hardware complémentaires et de créer en fait une dynamique un peu plus globale. En fait.
est-ce que tu arrives à comprendre les blogs, parce que tu as expliqué qu'à un moment donné, des sociétés qui se servaient de l'open source hardware ou des software ont basculé dans le libre. Alors qu'on a vu comme certaines entreprises ne le font pas et s'en sortent bien. Est-ce que tu as compris les points discriminants et les mécanismes qui faisaient que l'un avait pu rester dans un modèle et l'autre? Est-ce que c'est, par exemple, juste de l'avidité du fondateur de MakerBot qui voulait se faire beaucoup d'argent et qui, du coup, a préféré tout passer en compte? Tu vois, est-ce que ça se limite à des questions de volonté d'enrichissement personnel ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus profond que ça? Non. Alors, en fait, on l'a plus étudié, la réflexion est plus aboutie dans le domaine du logiciel. Donc, il y a une sorte de fatalité, et je dirais, c'est la faute à personne, c'est qu'au fur et à mesure que tu avances dans le projet, les exigences de qualité du prestataire qui édite le logiciel pour construire la machine, les exigences de qualité par rapport aux exécutions vont augmenter. Donc, en fait, tu vas avoir un décalage entre ce que la communauté peut produire et ce que le prestataire attend, en fait, comme qualité de construction. Donc, à partir de là, ce qu'on observe, c'est deux comportements assez différents. Le premier comportement, c'est de se dire, ça ne sert à rien, parce que c'est pas de bonne qualité. Et donc, on s'en préoccupe plus, et la communauté finit par plus ou moins se geler. C'est un phénomène qui est, je dirais, naturel. Et parfois, vous avez un fort, parce que les utilisateurs sont frustrés et partent avec quelqu'un qui ont de trouver. L'autre logique que j'ai observée, c'est les entreprises qui constatent ce décalage, qui constatent qu'il y a une déconnexion entre les développeurs internes et les développeurs de la communauté, et qui en fait vont créer un poste de gestionnaire de communauté, vont postuler la communauté, et davantage l'orienter dans des phases d'exploration. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent que le produit fini de la communauté n'en servira à rien en tant que tel. Par contre, ils peuvent explorer des choses. Et si le flux d'exploration est intéressant, je vais l'implémente avec les standards de qualité de l'entreprise. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est qu'il y a des éléments accélérateurs du problème. C'est typiquement l'arrivée d'un investisseur qui met X millions d'euros autour de la table et qui exige en fait de faire un exit de la rentabilité qui est suffisante. Alors, par exemple, dans le domaine du logiciel, on observe exactement la même chose. Dans le domaine de la pression travaillée, c'est que ça va pousser en fait les stratégies vers des stratégies de SaaS, dans le cloud. Et là, en fait, on peut faire trier des abonnements. C'est-à-dire que là, ce que les entreprises aiment bien, c'est des revenus récurrents. On sort des activités de service classiques où en fait, on va payer la prestation, c'est très dépendant de la capacité humaine, en fait, de l'entreprise. On a ça aussi au niveau de l'impression 3D, c'est-à-dire qu'on a tout un logiciel en cloud. C'est tout fait. Ultimaker, par exemple, que je sois parti dans cette direction-là. Et donc là, c'est plus la recherche de rentabilité qui va amener l'entreprise à créer de la propriété intellectuelle et à s'éloigner d'un modèle. Et donc, à contrario, qu'est-ce qui fait que l'usage ne le fait pas? C'est qu'à priori, peut arriver à garder une communauté qui est dynamique. Et donc, un peu comme des entreprises comme Red Hat, dans le domaine logiciel, Red Hat développe des choses par elle-même, ne génère pas de propriété intellectuelle à elle, ou très peu. En fait, ce qu'elle génère, c'est plus de la propriété intellectuelle sur les logiciels qui permettent d'intégrer toutes les briques qui font au final une distribution publique. Odoo fait ça, par exemple, dans le domaine du logiciel. Tout ce qui est script de migration, c'est un truc qui va regarder pour vous. Donc, le logiciel est libre. Et si vous voulez passer d'une version 9 à une version 10, c'est un peu galère. Et eux ont les scripts, et a priori, les autres ne savent pas le faire. Et donc, voilà. CUSA arrive visiblement à garder un avantage compétitif par rapport à ses concurrents, en étant capable d'intégrer, en fait, le flux de production, et de ce fait-là, d'innover plus vite, en maintenant une bonne qualité de cette production. Parce que du coup, le corollaire avec ça, c'est qu'est-ce que, tu vois, comment tu fais pour pas te faire manger par les Chinois? Parce que tu vois, c'est ce qui est, enfin, moi, de ce que j'ai vu, j'ai l'impression que acheter son camembert à la ferme, tu vois, c'est plus ça, ils vendent la machine sur son site web, ils vendent
rend pas à l'extérieur? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une réflexion qui peut internaliser la chaîne il n'y a pas forcément qu'un process d'innovation. Alors, dans la recherche, elle est longue. Tout s'intéresse, il y a vraiment un article qui fait 2500 pages, 500 qui ça en voilà. C'est un truc dont j'ai assez peu parlé ici. Voilà, c'est la notion d'acquisition. Finalement, c'est quelles ressources est-ce que l'entreprise développe en interne, qu'elle ne donne pas à la communauté, et qui lui permet d'être plus performant que les concurrents. Donc, si je reviens sur l'exemple de Pisa, il y a une chose que Pisa ne dit pas à développement de ressources internes, c'est la fameuse ferme de serveur. Donc, si on prend la ferme de serveur, c'est un certain nombre d'intérêts, c'est d'abord ça permet de stresser les machines, de voir ce qui ne marche pas, on appelle les bonnes qualités sur les. Ça permet de développer toute une offre logicielle pour gérer en fait les machines, donc histoire de les faire complètement automatisées, en fait, c'est ce développement-là. Ça leur offre aussi, tous ceux qui nous ont parlé, une réactivité entre tu as un client qui dit on vous donner une pièce pour telle machine dans 3 jours. Et le problème, c'est que parfois, quand vous travaillez avec une machine qui le matériel, on vous dit c'est pour dans 2 semaines, pour dans 3 semaines. Donc le fait d'avoir une part de production en interne sur base de cette propre machine, non seulement ça permet de tester les machines, mais ça permet également d'avoir une réactivité par rapport à mon client qui est beaucoup plus élevée. Donc ça, plus d'ordre, c'est vraiment quelque chose sur laquelle. Oui. Alors, pour votre projet open source, allez-vous utiliser des briques, hardware et software existantes pour avoir une solution rapidement utilisable? Alors ça, je laisse Jean-François. En fait, c'est pas à nous faire, c'est qu'on a fait, en fait. La carte, on utilise, par exemple, des slicers open source, en général, G-Code, qui peuvent être Cura ou Successor ou Super Slicer. La partie pilotage électronique, c'est fait avec une carte qui est faite avec le firmware WebPAP et qui est en open source hardware. Et en fait, le portique est déjà en open source hardware. La seule chose qui n'est pas réellement open source, c'est la tête d'extrusion, mais comme la tête d'extrusion, elle a été vendue par quelqu'un qui est une personne qui est seule, qui est dans son coin, ça nous est un peu mal au cœur de leur en faire, alors qu'il a fait tout le développement. Donc on a joué le jeu de pas en faire en open source pour pas lui tuer son business. Mais sinon, tout est open source et open hardware, on n'utilise que des solutions standards. Donc s'il y a des évolutions qui se font sur ces solutions, les évolutions vont naturellement aller sur la machine. Si demain il y a une évolution de firmware qui améliore les performances, ben, la machine en profitera. Oui, donc typiquement, je parlais d'Ultimaker. En fait, si vous regardez ce qu'ils ont gardé ouvert, c'est Cura. Cura, c'est un slicer qui est très couramment utilisé en impression 3D. Et en fait, la qualité du slicer, les performances du slicer déterminent directement la qualité de l'impression. Dans leur cas, le fait de garder un environnement ouvert, très dynamique, très innovant, en fait, c'est pas juste de la philanthropie. C'est le fait que ça permet de faire évoluer la technologie plus rapidement. Et donc quand on réutilise ce genre de technologie, en fait, on a une bonne technologie qui évolue au fil du temps, sans qu'on doive nécessairement y consacrer beaucoup de moyens. Bah, je pense que c'est ce qui fait aussi la différence de vous avec des solutions comme Testo Markforge, qui elles, on fait tout, du slicer jusqu'à l'électronique de leur machine. Donc en effet, ça fait des quantités de développement pharaoniques, mais pour en grande partie réinventer la roue. Et c'est sa roue, quoi. Alors s'ils sont très bons, ça veut dire qu'ils peuvent avoir peut-être des performances qui sont meilleures que Cura, tant qu'ils arrivent à garder le rythme. Mais par exemple, on peut prendre l'exemple de Simplify 3D, qui est un logiciel qui était en avance sur tous les slicers il y a 10 ans. Aujourd'hui, ben, la plupart des gens qui l'utilisent, c'est que parce qu'ils ont beaucoup l'habitude de l'utiliser et qu'ils ont, c'est comme Word et LibreOffice, hein, on est quasiment sur la même chose. Et quand tu as l'habitude, tu trouves que là est mieux, et il y a quelques cas où il y a quand même l'autre qui est mieux, c'est très rare. Ben là, c'est pareil, à part que maintenant, les gens qui repassent sur Cura se rendent compte que entre une mise à jour tous les 6 ans et une mise à jour tous les 3 mois, ben, ça ne fait pas le même logiciel à la fin. Donc c'est vrai que quand il y a une base d'utilisateurs suffisante, l'open source permet d'avoir des cinétiques d'innovation qui n'ont absolument rien à voir avec le libre. Alors ce qu'il explique là aussi, c'est lié aux fameuses stratégies de type lockout. Les stratégies de type lockout, c'est justement de vouloir être bloqué par le fournisseur. Et typiquement, ce qu'il explique avec les outils propriétaires de slicing, c'est on est sur un outil propriétaire, éventuellement intégré avec d'autres outils
Donc, c'est plus facile parce que c'est déjà intégré avec d'autres outils. Donc, on n'a pas trop envie de changer d'outil. On va être bloqué sur un outil qui éventuellement, au bout de quelques années, évolue moins vite. Mais en sortie, on aura un truc qui sera plus élevé. En fait. Une des idées de l'open source, c'est de sortir justement de ces logiques de lock-in client. Oui. Juste une petite question, je crois que c'était sur la diapo 6. Je crois que vous l'avez expliqué, mais c'était, voilà, c'est qu'il voulait fabriquer la rêve, et à un moment, vous mettiez autre chose, fabriquer la rêve, et entre parenthèses, c'est PAS, quelque chose comme ça. Ah, oui, pardon, oui, alors j'ai pas expliqué l'abréviation. En fait, le post-traitement, on peut le faire en interne, en achetant la machine de délivrance ou la machine de scriptage, où on peut le sous-traiter. Et donc, j'ai appelé ça post-processing as a service, qui est un acronyme bizarroïde, c'est bon, on peut faire des sortes de imagination fertile. Et donc, c'est juste que dans les simulations, vous avez une simulation avec le fritage qui est externalisé, et une simulation avec le fritage qui est internalisé. Et donc, typiquement, en fait, MakerBot, c'est ce qu'il faut sur leur machine de classe solitaire. Donc, c'est pour ça que MakerBot, il y a juste une solution standardisée qui est. Les États-Mix, en fait, ils ont leur charme de fou. De même que celui-là. Leur charme de fou, celui-là. Donc, les deux qui veulent tout. C'est pour ça que c'est la solution à prendre. Est-ce que le fait de mettre en place un logiciel comme ça avec un modèle open source, c'est aussi une manière pour se finalement d'augmenter en fait sa en tout cas au début. Donc au début, pour une partie des entreprises, en fait, vous prenez le domaine logiciel, vous avez des entreprises qui le font vraiment par conviction et qui ne dérogent pas. En France, vous avez un réseau qui s'appelle le réseau des entreprises. C'est des entreprises qui en fait soit sont structurées en coopérative, soit adoptent les règles des coopératives, avec plus ou moins égalité de salaire pour tous, partage d'informations dans le réseau. Ils ne veulent pas être appelés éditeurs de logiciels, ils veulent être appelés producteurs de logiciels. Parce que éditeur, ça suppose qu'en fait, vous bloquez le client sur le logiciel avec de la propriété intellectuelle, des producteurs à éditeurs, ils y tiennent. Donc là, on est vraiment sur un type particulier d'entreprise du libre, parce que l'enregistrement open source non plus, parce qu'on pense ça comme une société, où en fait, le caractère communautaire et libre du logiciel, c'est une finalité. Et c'est pas juste des ayatollahs, hein, c'est des gens qui bossent bien, mais qui bossent avec des valeurs, qui sont les valeurs du libre, telles que définies par les FSF, en gros, il y a 40 ans. À côté de ça, vous avez des personnes qui viennent avec des approches un peu plus pragmatiques. Alors, j'ai pas dit que c'était des cyniques, c'est-à-dire qu'ils peuvent commencer avec une adhésion, en fait, aux valeurs du logiciel libre, au principe de l'open source, trouver que c'est une bonne chose, cet esprit de collaboration, d'application des utilisateurs. Mais dans les faits, en fait, ils vont utiliser la communauté comme une ressource complémentaire. Et donc, c'est ce que j'expliquais avant, c'est qu'au bout d'un certain temps, cette ressource devient moins utile. Ou alors, vous devez éventuellement redéfinir un peu son rôle par rapport au projet. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est que, tout simplement, une partie des entreprises vont abandonner la communauté, la baisser de pérennité, ou fermer plus ou moins simplement le logiciel. Et en fait, la fermeture du logiciel, elle peut être motivée par le fait qu'à partir du moment où c'est ouvert, si vous avez un logiciel qui est ouvert, une machine qui est ouverte, mais qui n'évolue plus, n'importe qui peut la reprendre, la commercialiser. En fait, les gens qui utilisent la technologie deviennent. Et donc, MakerBot, le problème est là, c'est qu'ils ont vu les problèmes de la machine qui apparaissait. Ils ont piqué une classe scolaire. Ils ont décidé de fermer le processus de développement et pas les machines. C'est-à-dire qu'en gros, ils bossaient pendant un an avec le code, et à la fin, ils ont tout fermé. Plus ça, rester là-dessus, il publie plus tard. C'est quand même. Ça, c'est. Pas les plantes, c'est les dernières machines. Je crois qu'on assiste à ce que ça peut régulièrement. Parce que maintenant, quand j'ai été regardé, en fait, par exemple, la dernière machine, les plans sont vides. Comme ça fait bien. Ouais. Mais c'est une machine relativement récente dans l'organe, sa représentation technologique par rapport à ça.
proposé avant, c'est relativement utile dans les choses. Et malgré tout, ils ont diffusé assez vite. Et ce principe-là, il est assez fréquent, c'est ce qu'on appelle le principe de licence qu'on raisonnable, qui là est un peu informel, mais c'est en fait, on garde toujours une petite longueur d'avance au public. Ça force en plus les entreprises à se challenger. C'est un modèle d'entreprise qui se challenge. Oui, et alors, pour répondre aussi à la question, pour compléter la réponse à la question de Jean-François, c'est que dans certains cas, vous avez, à un moment donné, votre modèle d'affaires, et vous dépassez sur un autre modèle. Donc, dans ce cas-ci, les modèles d'artisanat, en fait, ça va se donner pendant un an, 2 ans. Vous avez la concurrence chinoise qui est arrivée clientèle. Les ventes d'imprimantes 3D grand public étaient un peu moins rigoureuses qu'espérées. Donc, ces boîtes-là, soit elles ont disparu, soit elles se sont orientées vers des machines un peu plus haut de gamme, un peu plus quality. Donc, c'est les fameux modèles d'industrialisation. On a l'exemple dans la région avec Dagoma. Avec Dagoma, voilà. Dagoma a commencé sur l'ultra bas de gamme. Je n'ai pas dit que mauvaise qualité. C'est des produits vraiment d'entrée de gamme, pas cher, 100 euros, c'est tout là. Et puis, ce sont plus des constructeurs chinois dans les normes, des produits propriétaires, mais pas forcément mal foutus et pas chers. Puis là, ils ont sorti une machine à plus de 2500 euros, donc en gros, le positionnement de Maker sur ces machines. Et plutôt pour un public entreprise, où là, ils sont un peu préservés de la concurrence. Alors, le service après-vente va jouer un rôle majeur et pas juste l'achat au départ. C'est ça, ouais. Ce qu'a expliqué Mathieu de Dagoma, il y a aussi le problème que, justement, avec la crise Covid, les composants deviennent beaucoup plus chers et ils ne peuvent plus suivre, ils sont obligés d'augmenter les prix et suivre par rapport au marché chinois. Voilà, donc ceux que ça intéresse, il y a 2 références biographiques dans la présentation, une qui est déjà en ligne, et une qui peut se rendre on va présenter. Donc c'est une longue présentation sur les stratégies de réflexion, je sais pas si c'est il y en aura une deuxième qui est calquée sur celle-là, sur les modèles d'achat des constructeurs continentaux 3D qui lèvent le moins. Merci.